Bienvenue à ce deuxième Coin du Geek. Le Coin du Geek, c'est une mini-série à l'intérieur du Pika Podcast où est-ce qu'on va vraiment en profondeur dans un sujet extrêmement précis. J'avais laissé carte blanche à David Yecker, un ancien invité du Pika Podcast, pour venir choisir en fait le sujet qu'il voulait aborder et faire un deep dive dans ce sujet-là. Il a choisi deux sujets. Aujourd'hui, on explore le HRV, le Heart Rate Variability. Donc, il explique, David, c'est quoi la traduction officielle en français durant le podcast, mais essentiellement, il nous explique comment ce chiffre-là, si vous avez par exemple une bague Oura, si vous avez une montre Garmin ou un bracelet Whoop, c'est un chiffre que vous avez sûrement déjà vu, qui explique un petit peu le niveau de préparation, le niveau de fitness que vous avez, mais c'est un peu flou comme concept à comprendre. Fait que David nous explique comment ce chiffre-là peut nous permettre de planifier nos entraînements et si pas de planifier nos entraînements au complet, ben de pouvoir modifier on the go nos programmes d'entraînement. On y va vraiment profondément dans, premièrement, c'est quoi le HRV, mais surtout, comment l'utiliser à bon escient lors de vos entraînements et de votre pratique de sport. Si vous aimez le podcast Upika, c'est un podcast évidemment qui va rester gratuit à tout jamais, mais vous pouvez faire une couple d'affaires pour encourager le projet. Vous pouvez le partager dans votre entourage, ça c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Sinon, vous pouvez laisser un rating de 5 étoiles sur les applications audio où est-ce que vous l'écoutez. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez interagir avec le contenu que je partage sur les réseaux sociaux. Bref, faites une de ces affaires-là ou optimalement toutes ces affaires-là, puis on va continuer à grandir cette communauté qui ma foi, m'est très chère. Donc, sans plus attendre, je vous laisse à ce Coin du Geek avec David Yecker où est-ce qu'on plonge dans le HRV. Le Coin du Geek. David Yecker. De retour. What's up, man? Ça va. Ça va bien? Yes. La vie est belle? Yep. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de variabilité de fréquence cardiaque. Yes. Donc, le fameux HRV. Ouais, HRV pour Heart Rate Variability. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire ça en français. Fait que c'est VFC, l'acronyme en français. Puis, tout le monde qui a soit une bague, ou un ring, ou le Whoop. Le Whoop, ouais. Le Whoop, il te le dit. Les nouvelles Garmin aussi. Les nouvelles Garmin le disent aussi. Fait que c'est une donnée qui est quand même assez accessible. Mais c'est aussi une donnée qu'on peut mesurer le matin au réveil avec une sangle de fréquence cardiaque puis un téléphone. Là. Quand tu te réveilles, tu peux mettre ta strap puis checker. Ça, c'est la méthode en fait conventionnelle. Okay. Puis la plupart des études desquelles on va parler, en fait, c'est basé là-dessus. Là. Les athlètes se lèvent le matin, ils mettent leur sangle de fréquence cardiaque, ils prennent une mesure de, on va dire, 3 à 5 minutes dans leur lit couché. Puis ça, c'est comme la méthode classique qu'on utilise. Puis dans le fond, le défaut de ça, c'est que c'est dur d'avoir des données tous les jours parce que tu perds. Ça demande ça. Ça demande du temps, puis tu sais, c'est niaiseux, même si c'est juste 5 minutes, ben tu sais, faut que tu le fasses. Ouais. Alors que la bague, comme tu as dit, le bracelet, la montre, on va parler de ça un peu à la fin, plus un peu c'est quoi les meilleurs outils selon moi, puis selon la littérature scientifique. Ben tu sais, ça permet d'avoir ça beaucoup plus facilement, puis c'est là que le suivi, je pense, devient vraiment plus intéressant. Là. OK, puis corrige-moi si je me trompe, la FC... VFC? VFC. J'ai juste HRV dans le temps. Ça se peut que j'utilise HRV. Tu peux HRV tout le long, si je dis HRV, vous allez savoir de quoi je parle. Fait que ça, c'est la différence de temps entre tes battements cardiaques, puis la différence entre les différences de temps. C'est ça, en fait. C'est ça. On s'intéresse pas à la fréquence du cœur, mais on s'intéresse, dans le fond, à l'écart. Dans le fond, chaque battement, mettons que ton cœur bat à 60 battements par minute, ben c'est 1000 millisecondes en moyenne entre chaque. Mais c'est pas tout le temps 1000 millisecondes. Donc, dans le fond, la VFC, c'est dans le fond la variabilité dans l'écart entre les battements. Puis tu sais, la mesure classique, là, le marqueur qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature, puis c'est ça que ta bague te donne, puis tout, c'est le RMSSD. Donc en anglais, c'est le Root Mean Square of Successive Difference. Dans le fond, ça a l'air compliqué, là, mais en français, c'est la moyenne quadratique des écarts successifs. Puis mathématiquement, c'est pas très compliqué. Puis au final, c'est ça. C'est un marqueur de la variabilité dans les différences entre les battements. Okay. Puis dans le fond, c'est exprimé en millisecondes. Fait que ça, c'est vraiment comme une valeur qui est... On sait ce que c'est. C'est des millisecondes. Alors que tous les appareils te donnent aussi un readiness. Ils te donnent des fois plein de facteurs bizarres que tu sais pas c'est quoi. Quasiment subjectif. C'est que c'est basé sur différentes choses. Ouais. La bague, elle va se baser entre autres sur le sommeil puis ton HRV. Alors que par exemple, Whoop aussi sûrement. Garmin va plus tenir en compte peut-être même de ton activité
que tu as fait les journées d'avant parce qu'il y a accès à ça aussi. Fait que, tu sais, tous les marqueurs qui sont readiness, puis en français, je pense que des fois, ils disent préparation. En tout cas, c'est des valeurs qui sont, à mon avis, moins intéressantes parce qu'on sait même pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi l'algorithme, alors que quand c'est la VFC exprimée, justement, par exemple, en RMSSD, ben, on sait c'est quoi qu'on regarde. Là. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ouais. Toi, tu trouves que c'est une donnée pertinente puis précise qui indique quoi? Ouais, ben en fait, si on veut le vulgariser, ça nous donne c'est une mesure en fait de non invasive, déjà ça c'est important à dire, c'est comme facile, de la régulation autonome du cœur, donc vraiment de l'influence du système sympathique et parasympathique sur ta fréquence cardiaque. OK. Fait que mettons qu'on l'explique comme si j'avais 5 ans. Ouais. Ben en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, ton système nerveux, tu sais, quand tu as un stress, ben c'est ton système nerveux sympathique qui va être stimulé. Ouais. Puis quand tu es dans un état plus calme, ben là, c'est le système nerveux, disons, parasympathique. Puis dans le fond, ta VFC va être plus grande quand le système parasympathique est... Dans le fond, l'activité parasympathique est plus élevée. Donc quand tu es plus au repos, quand tu as un meilleur état de repos, ta fréquence VFC est plus élevée. Exact. Ouais. Okay. Fait que ça veut dire essentiellement, tu sais, on parle de, ça peut être du stress sur du long terme. Fait que le stress à l'entraînement, mettons, répété, va faire que ton HRV va descendre, dans le fond. Fait que ton espèce de niveau, ce qu'ils disent préparation, là, mais ça, c'est plus précis encore, selon toi, ou c'est plus clair, c'est quoi? Ouais, c'est plus clair, c'est quoi? Puis dans le fond, ce qui est intéressant, en fait, avec le HRV, ben, déjà, juste par rapport à... Si on revient un peu en arrière sur vraiment ce que la variabilité est causée, en fait, c'est que quand tu respires, ta respiration a un effet sur ton rythme cardiaque. Puis c'est ça le principal facteur, en fait, qui va influencer ta VFC. Donc, c'est vraiment... ils appellent ça l'arythmie sinusale respiratoire. Donc, c'est ça qui fait que tu as une variabilité tout le temps. T'sais. Puis des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi une variabilité qui est plus élevée, c'est mieux. Ben, c'est un peu à cause de ça. Finalement, on veut un truc plus grand. Puis dans le fond, le stress, comme tu as dit, la différence, c'est dans le fond, selon ce que tu fais à l'entraînement, ben, selon l'intensité de l'exercice, il y a certains exercices qui vont quand même, justement, améliorer ta VFC. C'est là, en fait, qu'on va arriver sur des concepts d'entraînement polarisé, puis on va se rendre compte, dans les autres que je vais montrer, en fait, que qu'il y a un effet intéressant, je pense, à faire justement du 80% à peu près en bas de ton premier seuil, puis d'intensité, parce qu'il y a justement une balance que tu peux aller chercher avec ça. Puis ce qui est important aussi peut-être de préciser, là, c'est que la valeur de VFC est différente d'une personne à l'autre. Fait que dans le fond, moi, je sais que mes valeurs, c'est environ entre 50-60, c'est un peu mon baseline, mais quelqu'un peut avoir la même fréquence cardiaque de repos que moi, puis sa VFC, ça va être 200 millisecondes. Puis ça, ben, ça dépend de la grosseur de ton cœur, ça dépend de plusieurs facteurs qu'on ne contrôle pas vraiment, mais ça dépend aussi justement de l'activité du système nerveux. Donc ça nous intéresse. Puis ça nous renseigne finalement sur la capacité, des fois on dit la capacité à performer, mais c'est peut-être plus la capacité à supporter puis à s'adapter à l'entraînement. Ouais. Donc, en fait, quand ta VFC est vraiment, vraiment basse, tu es capable d'aller courir pareil. Là. Ouais. Mais sûrement que ça sert à rien. Parce que tu es déjà dans un état de stress vraiment important. Puis dans le fond, d'aller t'entraîner là-dessus, ben, tu vas juste te créer un état de stress encore plus avancé. Puis ça ne marchera pas. Ouais. Puis c'est la même chose. Un des éléments qui a le plus gros impact, là, même ils ont publié là-dessus, ça, j'ai pas la référence, mais c'est vraiment plus des trucs du quotidien. Là. Si tu prends une brosse, là, le lendemain, ta VFC est dans le tapis. Ouais. Fait que ça a généralement un plus gros impact, les trucs comme pas dormir, boire plein d'alcool, que de s'entraîner, par exemple, sur la VFC. Puis des fois, c'est même la maladie aussi. C'est une bonne référence. Quand quelqu'un prend le COVID, là, sa VFC, moi, je le vois dans les athlètes. Hein? Des fois, tu la vois comme un jour ou deux avant qu'ils testent. T'es comment, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, 2 jours après, je suis positif. Puis t'es comme, ah ben, tu sais, on l'a vu il y a 2 jours, mais en même temps, t'es comme. C'est tout le temps ça un peu. C'est pas une. Même si certains l'utilisent vraiment comme le matin même pour dire aujourd'hui tu fais ça basé sur ta VFC, puis il y a des autres qui ont fait ça, puis c'est quand même intéressant. Moi, je pense que c'est plus un marqueur que tu regardes rétroactivement. Là, parce que c'est pas une journée où c'est bas que tu changes ton training nécessairement, mais sûr quand ça fait 2 jours de suite, là, tu peux t'ajuster avec ça. Puis aussi, si tu changes ton entraînement, si tu changes la façon de t'entraîner, quel effet ça a là-dessus, tu es en altitude, il y a plein de choses en fait que c'est hyper intéressant à mon avis, puis on va un peu passer, je pense, là-dessus. Ben allons-y. C'est ça le plan. Là, allons-y tout de suite. Fait que là, moi, j'ai pris une coupe de notes. Puis, tu sais, l'étude, en fait, ça, c'est une étude que j'ai trouvée, en fait, récemment. Puis, ça date quand même de, si je me trompe pas, c'est 2014. Donc, c'est quand même pas super récent, mais vraiment intéressante. Puis, quelqu'un qui a tweeté ça la semaine passée. Puis là, j'ai fait, oh, ça, c'est bon, là. Donc, c'est des rameurs
qui se sont rendus aux Olympiques. En fait, c'était pendant leurs 30 semaines de build pour les Olympiques de Londres en 2012. Okay. Donc, on a en plus 4 femmes, 5 hommes. Donc, des femmes dans les études de sciences du sport, c'est vraiment cool, c'est rare. Donc, là, on a vraiment hommes et femmes, puis ils s'entraînent pour les Olympiques, donc c'est top niveau. Je pense que c'est Nouvelle-Zélande, mais ça, je suis pas certain. Puis eux, dans le fond, avaient des mesures, comme on a dit tantôt, ils se lèvent le matin, ils mettent leur de fréquence cardiaque, puis on a des mesures le matin. Puis on comparait ça aussi avec les zones d'entraînement qui étaient basées sur des zones faites sur un test de lactate. Fait que c'était vraiment tout ce qui est en bas du premier seuil lactate, en haut du deuxième, puis entre les deux. Donc, un système à 3 zones. Ouais, okay, parfait. Puis eux, ils prenaient une mesure sur le matin, 5 minutes quand même. Puis ce qu'ils ont montré, en fait, c'est que par rapport au temps total d'entraînement, ben, ça avait plutôt un effet d'augmenter ta VFC. Fait que ça, c'est dire, si tu augmentes ton volume, tu augmentes l'influence parasympathique, ça fait du sens. Je veux dire, ton corps veut peut-être un peu plus conserver l'énergie parce que tu t'entraînes plus. Tout ce qui est en bas du premier seuil, encore plus que ça. Fait que dans le fond, quand tu t'entraînes dans ce cas-ci, on va dire en bas du premier seuil, donc zone 1 dans ce système-là, puis zone 1 et 2 dans un système classique à 5 zones, ben là, tu vas vraiment augmenter ta VFC. Après ça, quand tu t'entraînes entre les deux seuils, là, ça n'avait pas vraiment d'effet. Puis quand tu regardes les données individuelles, ça dépendait vraiment d'un athlète à l'autre. Puis après ça, ils n'ont pas mis les données de chacun des groupes, mais je me demande si quelqu'un qui répondait comme de façon plus négative à ça, est-ce que c'est tout le temps ça? Puis si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait se baser là-dessus pour dire cet athlète-là, il fait faire l'espèce de entre-deux qu'on n'est pas sûr que c'est bon? Là? Si tu vas chercher ces données-là individuellement, puis tu réalises qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a des spécificités génétiques que les autres n'ont pas, il répond mieux à l'entraînement en zone 2 ou 3, mettons. Par exemple, peut-être. Là, on pousse un peu là, loin, on sait pas. Là, Puis après ça, tout ce qui était au-dessus du deuxième seuil, ben là, c'est justement, ça avait un effet de baisser ta VFC. Ça avait un stress plus important. Puis ça, ce qui était intéressant aussi, c'est que les meilleurs du groupe, là, on est vraiment dans les médailles, là, peut-être. Là. En tout cas, puis c'était eux, justement, qui avaient le moins gros stress quand ils faisaient des entraînements vraiment intenses. T'sais. Après ça, la question, ça veut dire qu'il faut leur en mettre encore plus. Peut-être. Je pense que les questions qui sortent de ça aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on devrait, quand quelqu'un a une VFC de base plus à 200, ça veut-tu dire qu'ils peuvent supporter, parce qu'on l'a dit, c'est un marqueur de capacité à supporter l'entraînement. Est-ce que ces athlètes-là devraient faire plus d'intervalles à haute intensité? Puis ça, c'est des réponses qu'on n'a pas nécessairement, parce que souvent, on est tout le temps sur c'est individuel, etc. Mais je pense que c'est le genre de choses, moi, en tout cas, avec mes athlètes, je me dis de plus en plus, ceux qui ont des VFC élevés, je pourrais le tester. Là. Ils sont capables d'en prendre un peu plus. Possiblement, dans le fond. Possiblement. Puis après ça, justement, tu le vois assez vite. Là, c'est quelque chose qui répond quand même rapidement. Mais c'est intéressant quand même de voir que, tu sais, parce que là, tu parlais tantôt, t'as juste mentionné tout à l'heure la polarisation de l'entraînement, puis on en parle beaucoup ici sur le podcast Pika, de la zone 1 puis son importance, mais si t'es capable de voir que ta zone 1 monte, ton HRV, ça m'apparaît clair, puis après ça, c'est que le reste, est-ce qu'elle descend plus vite qu'elle monte? Je dirais, sûrement que si tu fais une journée vraiment intense, je pense que l'impact en fait d'une journée, puis je peux voir en fait sur le graphique, je te dirais que oui, en fait, l'impact d'une journée d'entraînement à haute intensité, d'après ça, en tout cas, ça a l'air, je sais pas si c'est statistiquement significatif, mais sur le graphique, ça a l'air. Là. Puis en fait, c'est une étude de Plouse et collaborateurs, là, comme je ne l'ai pas mentionné tantôt, là, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est l'effet d'une séance intense serait vraiment plus grande que l'effet justement l'effet négatif d'une séance intense est plus important que l'effet positif d'une séance à basse intensité. Puis c'est peut-être un peu là, l'idée de faut faire du 80-20. Puis après ça, moi je me rends compte aussi récemment que j'ai beaucoup augmenté mon volume cet hiver d'entraînement. Puis je me rends compte que je fais aussi beaucoup plus d'intervalles, puis je supporte beaucoup plus d'intervalles. Au final, c'est un peu comme si tout le monde, c'est pas un compromis de dire soit j'ai pas le temps de m'entraîner, je vais faire plus d'intervalles. Parce que là, justement, tu te mets un peu dans... Tu fais juste stimuler le sympathique, tu crées un gros stress. T'sais. Alors que si tu augmentes ton volume total, tu peux aussi te permettre d'augmenter ta capacité à supporter de l'entraînement en faisant encore plus d'intervalles. Puis c'est peut-être comme ça qu'on devient aussi meilleur. Exact, c'est ça. Ouais, parce que si tu veux faire le plus possible d'entraînement à haute intensité, il faut que ce soit proportionnel avec tout ton volume qui augmente en même temps. Je comprends. Ça fait du sens. Ouais. Puis là, il y avait une autre étude, le fun, c'est une étude de cas. Donc là, on est un peu, je pense, l'opposé d'une méta-analyse. C'est ça. Au lieu de s'intéresser à plein d'études, on s'intéresse à une personne. Mais dans ce cas-ci, on s'intéresse à Martin Fourcade, un biathlète français que, si vous connaissez un peu les sports d'hiver, je pense que vous savez qui est Martin Fourcade. Donc c'est un champion français de biathlon qui est maintenant à la retraite. Puis eux, ce qu'ils ont montré, en fait, c'est qu'ils ont 11 ans de données pour lui.
Okay. Donc ça, c'est une étude... C'est pour ça que c'est dur de faire des méta-analyses puis des études de massives là, sur des gens comme ça. Ouais, puis ça, c'est une étude de Laurent Schmitt, supervisée par Grégoire Millet, donc c'est mon superviseur aussi de thèse à la maîtrise. Donc, très cool. Eux ont fait ça, exactement 11 années de données, puis ce qu'ils ont montré, en fait, c'est qu'il y avait un lien entre ses performances, puis c'est vraiment évalué en nombre de podiums sur les Coupes du Monde. Leur facteur performance, c'est les podiums en Coupe du Monde. Puis ce qu'ils ont montré, c'est que... il y avait une corrélation positive entre justement le RMSSD et ses performances sur la Coupe du monde de biathlon. Puis après ça, il y avait aussi un lien avec le volume à basse, le volume à basse intensité puis ses performances. Donc, c'est vraiment ça qu'ils ont un peu montré. Puis ce qui est intéressant en biathlon, c'est que justement, c'est un sport où il y a une portion de tir. Puis là, on peut se dire, le fait d'avoir une activité parasympathique plus importante, ça peut sûrement te permettre à ce que ton cœur il ralentisse plus vite quand tu te places en position pour tirer. Puis après ça, c'est même un sport où on peut se questionner, est-ce qu'ils font des tapers? Puis ça, je le sais pas, là, je suis pas trop familier encore avec le biathlon, mais c'est peut-être un sport où on pourrait faire des tapers un peu moins, disons, moins agressifs, donc moins reposer l'athlète pour une compétition pour justement peut-être garder un peu d'activation parasympathique pour que lors du tir, il soit plus performant. Puis c'est le genre de choses que, à ma connaissance, ça n'a pas vraiment été mesuré. C'est le genre de choses que moi, j'aimerais mesurer dans le cadre de mon travail avec l'Institut. Puis si on peut faire ça, je pense que ça va être cool. Là. Mais ça, c'est une étude qui est quand même le fun de voir vraiment que le lien sur 11 ans entre ta VFC de repos et tes performances, mais aussi, encore une fois, que le volume à basse intensité. T'sais. Pour un sport comme le biathlon, que les courses, à ma connaissance, ça ne dure pas plus qu'une heure. Là, c'est quand même vraiment intense comme course. Ouais. C'est vraiment, c'est super intéressant. Puis une fois qu'on sait ça, mettons, là, comment est-ce qu'on peut appliquer ces connaissances-là dans notre vie individuelle? Parce qu'on a tous les outils pour calculer ces choses-là. Je veux dire, moi, ma bague est facile, là. Comme j'ai pas besoin de rien faire, puis j'ai la donnée, mettons. Là. Ouais. Ben là, justement, il y a une étude vraiment sur la prescription d'entraînement basée sur ça. J'en avais quand même trouvé 2, une sur des cyclistes que j'ai finalement pas présenté parce que c'était pas dans le sens du haut niveau puis c'était un peu moins bien fait l'étude. Puis une autre en fait sur encore une fois équipe nationale de ski de fond puis et combiné nordique là. Je pense que c'est ceux qui font du ski de fond puis le saut en ski, c'est une affaire fucked up un peu mais combiné nordique man, ça me dit pas grand chose là. Encore une fois Laurent Schmitt et collaborateurs 2017 celle-là. Donc il y avait 24 athlètes puis eux ce qu'ils ont fait c'était en fait pendant un camp en altitude. Fait que là, ils se sont servis de ça pour ajuster la charge parce qu'on sait qu'en altitude, c'est tout un peu délicat de personnaliser parce que les gens répondent différemment. Fait qu'eux se sont vraiment servis de la VFC de repos pour ajuster la charge d'entraînement. Là, dans ce cas-ci, c'était pas le RMSSD, mais c'est un autre marqueur d'activité parasympathique. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est sûrement que le RMSSD, ça redonne la même chose. Donc, eux, ils se disaient, si le RMSSD, d'un jour à l'autre, est stable ou il augmente, on augmente la charge d'entraînement. Puis après ça, s'il y a une diminution de plus de 30%, on réduit la charge. Puis s'il y a une diminution de plus de 30% 2 jours consécutifs, on prend carrément un jour de repos, puis après ça, on rebuild. Puis dans le fond, ils ont fait ça pendant un camp de 2 semaines. Fait que c'était vraiment un camp où est-ce que l'objectif était de suivre la prescription. Il y avait un groupe comme ça, puis il y avait un groupe contrôle, eux qui faisaient l'intervention, disons, eux, ils faisaient l'entraînement prévu. Ils faisaient le plan d'entraînement du coach. Ouais, plan d'entraînement prévu. Puis on s'entend, c'est des coachs de biathlon de l'équipe nationale. C'est pas des ticounes. Puis il y avait aussi un groupe même, un autre groupe contrôle qui était pas en altitude. Fait que il y avait le groupe qui était au niveau de la mer qui lui respectait l'entraînement qui était prévu initialement. Puis en fait, ça, je pense que c'est du Levi Train Low. Fait qu'en fait, il s'entraînait pas en altitude, il faisait juste dormir. Ouais, ça, il faisait juste dormir en altitude. Mais, puis basé là-dessus, ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est que finalement, quand on regarde les réponses un peu de la VFC, le groupe qui s'entraînait en altitude avec le guidé par le HRV, il y avait une tendance de HRV qui ressemblait plus au niveau de la mer, finalement. Il n'y a pas eu de gros stress, alors que ceux qui ont respecté le plan, il y en a qui ont eu en moyenne, en tout cas, le groupe, il y a eu des stress significativement par rapport à la VFC, mais aussi ont montré que au niveau là, de l'augmentation carrément du VO2 max, c'était aussi bénéfique, l'entraînement basé sur le HRV. Puis on parle d'athlètes de très haut niveau. Par rapport à leur père qui faisait la prescription du coach sans se fier au HRV. Mais en fait, eux ont aussi amélioré ça qui est quand même bien dans leur étude parce qu'en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est encore une fois une étude sûrement avec Grégoire Millet qui est un fan de HRV et un fan d'altitude. Fait qu'ils ont pu prouver en même temps que le HRV ça marche, mais aussi que l'entraînement d'altitude pour des athlètes de haut niveau, ça marche quand même quand tu es rendu à un niveau qui est vraiment élevé. Fait que tu sais, le groupe, dans le fond, qui était. Il y avait quand même une valeur significative pour le groupe qui était en altitude.
c'est moins impressionnant, mais le groupe qui était en altitude puis qui avait suivi par rapport au HRV, c'était vraiment ça qui avait le plus gros gain de VO2 max. De VO2 max, ouais. Aïe aïe. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis tu sais, c'est ça. Après ça, c'est un peu lourd de dire vraiment au jour le jour, on prend la valeur puis on ajuste par rapport à ça. Mais parce que d'autres, tu devais avoir aussi, tu sais, le coach devait quand même recevoir l'information de voici la valeur est où. Fait que fais un entraînement en fonction de ça. Tu sais. Fait que quand t'es tout seul chez vous, puis tu checkes tes affaires, c'est dur t'as pas un coach à côté de toi qui va te prescrire qui va t'écrire une pratique pour en lien avec comment tu te sens et c'est quoi tes stats. C'est ça. Après, moi, c'est un athlète qui m'écrit le matin « Hey, coach, mon clavier dans le rouge. Peut-être bien que j'ai le temps de le checker, mais tu sais, ça se peut aussi que je le manque parce que je suis au travail puis je ne verrai pas. » Mais tu sais, oui, tu peux quand même réagir assez rapidement pour faire quelque chose avec ça. Mais moi, je pense que c'est plus intéressant quand même des fois d'y aller plus sur les tendances, puis pas nécessairement la journée même. Puis c'est aussi les feelings. Là. Si tu te sens vraiment comme de la merde, anyway, ton intervalle, t'es mieux de pas le faire. Mais ce qui est le fun avec ça, des fois, c'est que ça te dit justement « Ok, je me sens vraiment pas bien. » Et mon HRV est bas, fait que ça donne comme pas une excuse, mais ça donne assurance. Ça te dit, ben, OK, la physiologie match le feeling, t'as bien que je suis mieux de remettre à demain, tu sais. Puis après ça, de revoir aussi est-ce que ce que je fais en général est trop stressant ou pas, parce que c'est un peu ça aussi, c'est de voir, tu sais, quand tu fais un gros training, si le lendemain ta VFC elle drop énormément, ben, t'as bien que l'intensité est trop élevée pour rien ou que le volume d'intensité est trop élevé pour rien. Fait qu'on peut un peu jouer avec ça. Puis comme on a dit avant, il y a comme une espèce de balance à respecter avec ton volume de basse intensité pour un peu ajuster tout ça. Puis Grégoire Miel, justement, qui était mon superviseur, il était très fort là-dessus, là, de dire vraiment, si ta VFC est mauvaise, c'est pas repos, c'est volume à très basse intensité. C'est ça, parce que c'est ça qu'on voit. Si tu veux restimuler ton parasympathique, c'est pas en restant assis chez vous que ça va le faire nécessairement. Des fois, c'est plutôt d'aller justement faire des exercices à basse intensité. En course à pied, c'est compliqué parce que, à un moment donné, le volume, il y a comme des limites au volume qu'on peut faire. Mais quand tu fais justement du vélo ou du ski de fond, peut-être que c'est plus facile de dire, bon, on va vraiment jouer un peu là-dessus un peu plus. T'sais. Ouais, mais c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, comme on a vu, si de faire de la basse intensité te permet de monter ton HRV, puis de remonter ton HRV, si on veut, ben, tu peux continuer à ajouter du volume sur ton training, puis de revenir en réduisant ton stress, dans le fond. C'est ça. Après, comme on a dit un peu, course à pied, à cause du stress mécanique, c'est plus compliqué mais que ça. Je veux dire, tu peux aller... Sors ton vélo, là, tu sais, sors ton vélo, va nager à ultra basse intensité, puis tu continues à ajouter des qualités de fitness à ton training. Là. Puis des fois, moi, je me dis que c'est même ça qui fait que ma stratégie un peu douteuse d'aller en bike à mes courses de trail, ben c'est un bon stress parasympathique juste avant la race, fait que le lendemain, mon VFC était stratégie un peu douteuse. Mais bref, je pourrais faire un case study sur moi-même là-dessus, ce serait intéressant. Mais c'est ça. Puis je pense le dernier point que je voulais vraiment aborder là-dessus, c'est vraiment les mesures en fait qui se prennent maintenant automatiquement, comme on a dit, la bague, la montre, le bracelet Whoop. C'est les trois en fait que moi que je connais. Puis mon avis, à moi je sais qu'il y a des gens des spécialistes du HRV qui vont dire qu'on est mieux de prendre la mesure le matin parce que la mesure la nuit, ben, dans le fond, ça tient compte. Si tu t'es entraîné, mettons, le soir, ben, tu as un effet sur le début de ta nuit, mais si tu récupères quand même, ben, dans le fond, tu es quand même prêt à t'entraîner le lendemain. Moi, mon avis, c'est que, puis là, c'est vraiment mon avis, mon interprétation de la littérature scientifique, mais surtout dans ce cas-ci, mon interprétation de ce que je vois avec les athlètes que moi je suis puis qui ont des outils comme ça. C'est vraiment de dire que la valeur, justement, sur une nuit complète, il y a moins de bruit dans les valeurs. Tu as moins souvent une valeur de RMSSD qui fait pas de sens, puis t'es comme si tu la mesures ou c'est l'athlète qui a quelque chose, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est intéressant, surtout que la mesure du matin, souvent, on fait même des moyennes sur 7 jours. Parce que tu dis, justement, il y a du bruit un peu, fait qu'on la lisse sur 7 jours. Fait que finalement, c'est pas nécessairement ton readiness ou ta capacité à supporter l'entraînement du matin, c'est celle de la dernière semaine. Fait que c'est un peu n'importe quoi finalement. Alors que la mesure sur la nuit complète, moi je trouve que la valeur du jour même est vraiment plus précise dans le fond. Elle va peut-être moins varier, mais quand elle varie, j'ai comme l'impression que c'est une nuit de données complète. Fait que c'est pas juste un bruit. Là. C'est pas comme c'est pas t'as pris la mesure le matin puis ton chat a sauté sur le lit puis il peur. C'est niaiseux, mais même la mesure du matin, quand mettons t'as pas le temps de la prendre puis t'apprends pareil, puis t'es stressé parce que tu perds 5 minutes de ta journée, puis là, faut que travailler, puis t'es stressé à prendre ta mesure. T'sais. Ben exact. Moi je me rappelle, on était en camp d'entraînement amené dans le Rouge et Or, puis on essayait d'intégrer notre fréquence cardiaque au repos dans le calcul. Puis la façon qu'on le prenait, c'était avec une strap quand on vient de se réveiller. Sauf qu'on se réveille avec un cadran. Puis là, le cadran, c'est genre pip, pip, pip. Là, tu te réveilles, puis là, vite ça. Puis là, ta fréquence cardiaque est à 70, puis on est tout en train de mourir. Là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime mieux la mesure sur la nuit complète. Après ça, justement, le bracelet Whoop. Puis là, ben, c'est un peu plate pour ceux qui en ont, mais
mon avis à moi, puis c'est quand même partagé. Quand on regarde la communauté scientifique, on est quand même plusieurs à partager cette opinion-là. Niveau marketing, ils sont vraiment bons. Ouais, on a l'impression que c'est aussi bon que les autres appareils. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, en tout cas, leur algorithme, eux, ils prennent pas la nuit complète. Ils prennent le dernier 5 minutes de sommeil profond. Okay. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce que tu dis, on standardise le moment où c'est théoriquement comme le plus calme, peut-être, mais le problème de ça, c'est que c'est pas nécessairement le meilleur outil pour mesurer le sommeil. Puis ça, Oura est pas mieux, là, puis Garmin non plus. Le sommeil, quand t'as pas un électrode sur le cerveau, là, quand t'as pas un électroencéphalogramme, c'est pas une mesure qui est, pour l'instant, encore super validée scientifiquement. Donc, de se baser là-dessus pour décider quand est-ce que tu mesures ton HRV, le problème, c'est qu'après, tu te ramasses avec des fois les valeurs peut-être bien qui sont prises à 3 h du matin, puis des fois à 1 h du matin. Fait que là, tu compares des pommes et des oranges, puis c'est un peu moins intéressant pour ça. Puis c'est aussi un outil qui coûte quand même cher, il y a un abonnement. Donc, tu sais, à mon avis, Whoop, c'est pas la meilleure des solutions. Ceux qui en ont un, ben, une fois que ton abonnement est fini, reconsidère-le. C'est aussi pas mal moins de swag qu'une bague. Une bague la bague coûte cher aussi, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis là, on y vient à la bague. Elle, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une étude qui a validé la VFC nocturne. Donc, la VFC mesurée pendant la nuit de la bague comparée à un électrocardiogramme de qualité médicale. Ça, c'est Kinnunen et collaborateurs qui ont fait cette étude-là. Donc, c'est validé. La mesure qu'elle prend, c'est ce qu'on veut. Après, comme je l'ai dit tantôt, les études qui ont mesuré et qui ont utilisé la VFC pour l'entraînement, c'est toujours la mesure du matin. Exact. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore exactement si c'est aussi bon. Nous, à l'INES, on a des travaux en cours là-dessus. C'est pas encore publié, fait que je vous dirai pas si c'est aussi bon ou si c'est meilleur ou pas, mais on a des données qui s'en viennent là-dessus. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. On refera un prochain coin du geek. On va confirmer que c'est bon ou pas. Après, la bague, initialement, c'était le fun parce qu'il n'y avait pas d'abonnement. Maintenant, il y a un abonnement. Donc ça, c'est un peu plus plate. Là. Il y a un prix. Puis le prix de la bague, si je ne me trompe pas, c'est comme 300 US. 350. Là. Ouais, 350 même. Puis après, justement, la Garmin, maintenant qu'il la prend. Là, comme j'ai dit, la bague est validée. La Garmin, j'ai pas d'études de validation pour ça. Mais moi, la mienne, en tout cas, les deux ensemble, ça marche. Ça marche. Ça marche pas pire. Je pense qu'il y a 2 millisecondes de différence. Mais, puis là, c'est moi qui parle. Ouais. Tu dors avec une montre. Exact. Puis c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Parce qu'en fait, si tu regardes le prix de la Garmin Forerunner 255, qui est, je pense, la moins chère de celle qui prend la VFC, parce qu'elle, il y a la 955, les Phoenix qui prennent ça. Dans le fond, la Garmin 255, je pense que c'est quelque chose comme 15$ de plus que la bague ou presque le même prix. T'as pas d'abonnement, t'as une valeur. Mais comme tu dis, il faut que tu dormes avec. Fait que moi, c'est un peu ça que je dis au monde. Si tu veux dormir avec ta montre, moi, je dors avec ma montre. Fait que moi, ça me va, c'est pas un problème. Ben, moi, la Garmin, c'est le meilleur outil, je pense, pour moi. Si tu veux pas dormir avec ta montre, ben là, la bague Oura devient un outil intéressant. Mais après, ben, tu sais, c'est-tu vraiment comme, je sais pas, 400$ dérangeant à dormir avec ta montre? Ouais, je comprends. Faut se poser la question, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est un peu ça que moi, je recommande aux gens de dire, ben, tant qu'à t'acheter une nouvelle montre, allez pas tout changer vos montres pour une Garmin là, parce que vous voulez la VFC. Là, c'est pas nécessairement pas nécessairement changer votre entraînement, mais quand tu changes de montre, ça devient une chose à considérer. Puis là, je parle de Garmin, peut-être que d'autres compagnies font ça maintenant aussi. Mais moi, en tout cas, je suis un vendu Garmin. Fait que tu sais, j'ai payé ma montre. Là, ils m'ont pas payé pour vous dire ça. On n'a pas de code promo pour ça. Désolé. Même chose pour Oura. On a acheté nos bagues. En tout cas, moi, oui. C'est Lance Armstrong qui, évidemment, lui, il a investi dans Oura avec sa compagnie d'investissement. Puis dans son podcast, là, il mentionne tout le temps que c'est la seule façon de calculer toutes tes stats de sommeil qui est backée par la science. Puis c'est vrai qu'il y a quand même des études, même pour le sommeil, même si j'ai dit tantôt que c'était pas validé, il y a quand même des études, puis la conclusion, c'est souvent que c'est très prometteur. Puis là, je sais qu'Oura vient de changer leur algorithme. Puis ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils ressemblent plus aux données de Garmin. Fait que comme, OK, c'est peut-être bon signe quand les deux se ressemblent plus maintenant. Exact. Mais fait que c'est quand même un outil vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est pas juste la VFC, c'est aussi le sommeil. C'est ça. Mais il faut quand même se méfier des fois des autres scores que, tu sais, quand tu sais plus c'est quoi, c'est basé sur quoi, ben on sait pas trop, de quoi on parle. Puis le plus important là-dedans, c'est vraiment toujours considérer tes valeurs de VFC avec le contexte. T'sais. Moi, si tu me donnes tes valeurs de VFC sans que je vois ton entraînement, sans que je sache ce qui se passe dans ta vie, ben, je peux pas vraiment savoir si c'est bon, pas bon, puis pourquoi ça bouge. Puis après ça, c'est ça. Ce qui est intéressant pour les athlètes puis pour les entraîneurs, c'est pour les entraîneurs de poser les questions à l'athlète. T'sais. Quand les valeurs sont pas bonnes, ben what's up, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça se peut qu'ils te disent pas qu'il est fatigué et qu'il sent comme de la merde, mais quand tu vois la valeur, c'est comme un début de conversation de dire hey, ta valeur de VFC ce matin est vraiment basse, est-ce que ça va? Puis même chose à toi-même, quand tu t'en sers pour toi, de te poser les questions. De pas te lever et de dire faut qu'elle courir
40 kilos aujourd'hui parce que je prépare un ultramarathon. Ouais. Mais de dire aussi, OK, je me sens comme de la merde, ma VFC est vraiment basse, je devrais-tu faire mon build différemment, tu sais. Ouais. Moi, mettons, récemment, j'étais dans l'altitude 2 semaines en Équateur, puis quand je suis revenu, ben, tu sais, je me suis dit, j'ai pas de compétition, fait que je vais profiter des gains d'altitude pour faire un gros bloc d'entraînement. Je suis parti sur un 5 semaines de build, je fais jamais ça, je fais tout le temps 3 semaines, puis je récupère, puis là, je me suis dit, je vais aller pour 5 semaines, tu sais. Mais justement, après 4 semaines, je commençais à regarder mes valeurs, puis je me disais, ben, faudrait-tu que je coupe tout de suite, tu sais. Ouais. C'est là un peu là-dessus que je me suis basé aussi pour dire, ben, je pense que je peux supporter la 5e semaine, puis je vais y aller, puis je vais le faire, tu sais. Puis, mais ça donne un peu comme un second regard, même si c'est quand c'est par rapport à toi-même sur ton entraînement. Puis c'est ça, je pense, qui est vraiment intéressant, c'est d'utiliser ça, tu sais, en complément avec tes sensations, en complément avec ta charge d'entraînement. Puis c'est vraiment un outil, je pense, qui est intéressant pour la plupart des geeks là, qui nous écoutent. Ouais, puis c'est tout des geeks. C'est ça, comme j'ai dit, c'est très intéressant et à mon avis utile. Ouais, exact. Mais l'utilité, c'est ça. Des fois, ça peut être plus débattu, mais c'est intéressant, ça, c'est sûr. T'sais. Ouais, ben non, mais ça, c'est clair. Ouais. Puis c'est une donnée, je veux dire, c'est une donnée qui est propre à chacun, puis tout le monde, je veux dire, on aime ça quand même, là, suivre nos statistiques, puis tu sais, puis voir comment ça va, puis tout le monde qui écoute, en tout cas, j'imagine que c'est le cas, parce qu'ils sont rendus aussi loin dans la conversation, c'est probablement que ça les intéressait, là, tu sais, c'est que tout le monde, on calcule nos kilomètres, on calcule notre millage, on calcule le temps sur jambe, on calcule plein de facteurs dans l'entraînement. Puis c'est juste une petite valeur à ajouter au-dessus qui pourrait éventuellement venir tracer une ligne qui nous donne des informations qui sont intéressantes pour nous autres. C'est ça, parce qu'on mesure la charge, mais là, ça, c'est un peu une façon de mesurer la réponse à la charge. Exact, c'est ça. Puis après ça, oui, il y a d'autres façons de. Il y a aussi tes performances. Si tu performes bien, ben, tu as bien répondu à la charge aussi. Ouais. C'est pas mal la meilleure marqueur, c'est les performances. On peut pas racer à toutes les semaines. Là. Fait je pense que c'est vraiment un outil intéressant. Puis, comme je l'ai dit, je pense que maintenant, avec les alternatives là, à la mesure du matin qui était un peu contraignante, là, puis qui était difficile d'avoir une bonne assiduité dans la mesure, ben, maintenant, c'est rendu plus accessible à tout le monde. Là. Ouais. Puis après ça, c'est de trouver un peu aussi les bons outils pour faire le suivi. Des fois, c'est pas toutes les plateformes qui sont nécessairement super bien faites, là. Mais une fois qu'on a, je pense... moi, j'utilise beaucoup intervals.icu, qui est un site web de suivi d'entraînement qui est, à mon avis, meilleur que Training Peaks, meilleur qu'à peu près tout, c'est gratuit. Puis ça intègre justement les données de la bague, données de la Garmin. Je suis pas sûr, mais... En tout cas, bref, on peut avoir nos données en fait de VFC là-dessus, puis vraiment avoir un tableau de bord pour faire le suivi qui est peut-être plus adapté que ce que tu as sur l'application. Parce que l'application va te donner vraiment les paramètres qu'eux calculent, mais la VFC, il faut que tu la cherches pour trouver. Ouais, exact, c'est ça. Faut que tu cherches pour trouver la courbe aussi. Là. Exact, ouais. Très cool, man. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yes.